Tout sur elle. 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 Bienvenue dans Tout sur elle, un podcast sur la santé physique, mentale et sociale des femmes, pour les femmes et celles et ceux qui les entourent. Bref, pour tout le monde, c'est un podcast d'Anna Roy. Salut Anna. Salut Nina. Anna Roy, je le rappelle, tu es sage-femme depuis plus de 10 ans, tu es engagée et l'autrice de très nombreux ouvrages sur la santé des femmes et sur la maternité. Aujourd'hui, on est toujours sur le SOPK, syndrome des ovaires polykystiques, et du coup, on est toujours avec Sophia Rakrouki. Salut Sophia. Salut Nina. Salut Anna. Merci encore d'être avec nous aujourd'hui. Je le rappelle, Sophia, tu es sage-femme, échographiste, tu travailles depuis 7 ans à l'hôpital Jean Verdier de la PHP, tu es spécialisée en médecine de la reproduction, préservation de la fertilité, échographie gynécologique et prise en charge de l'endométriose. Dans un épisode précédent, on a parlé du SOPK, de ce que c'était. On a parlé des symptômes, des conséquences. On a parlé de là où on était la recherche un tout petit peu, c'est-à-dire pas très avancée. Et pour rappel, le SOPK, c'est le syndrome des ovaires polykystiques, une maladie hormonale, un syndrome hormonal où, quand on a 2 symptômes sur 3, on peut espérer tendre vers un diagnostic du SOPK. Déjà, on en a parlé la dernière fois, ce diagnostic, il est compliqué à poser. J'imagine aussi que dans la prise en charge médicale, ça peut rendre les choses compliquées, c'est-à-dire qu'il y a un faisceau de symptômes très différents. Et en fait, il faut déjà savoir où appuyer pour la prise en charge, j'imagine. Moi, de ce que je comprends, Sophia, c'est qu'en fait, chez les patientes du SOPK, il y en a plein de sortes, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'il y a des patientes qui vont souffrir d'hirsutisme, il y en a d'autres qui n'arrivent pas à avoir un bébé et qui en veulent un, il y en a d'autres qui ont du surpoids, il y en a d'autres qui ont des problèmes de glycémie. Enfin, il y a une multiplicité de patientes différentes. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire que quand une patiente vient nous voir, on lui dit quoi ? On la prend en charge pour les symptômes qui la gênent le plus, en quelque sorte. C'est ça ? C'est ça. En fait, déjà, il faut essayer de les prendre en charge dès l'adolescence, c'est ce que je disais, pour éviter des complications qui vont arriver plus tard. Attends, avant juste de commencer, on est bien d'accord que de toute façon, SOPK égale 0 traitement médical. Aucun traitement aujourd'hui ne sait guérir la maladie. Ça, on est d'accord. Ça, on est d'accord. Pour l'instant, il y a des recherches en cours, mais c'est que des traitements symptomatiques, effectivement. Ok. Alors, il y a quelque chose qui est très important. Je pense qu'il faut qu'on en parle dès le début chez le SOPK. En fait, il y a un lien important entre la résistance à l'insuline, le poids et les symptômes. En gros, le SOPK, qui a une origine qui est ovarienne ou au niveau du cerveau, bref, on ne sait pas trop d'où ça vient, mais quoi qu'il en soit, il y a une insulinorésistance qui va faire qu'il y a un excès d'hormones mâles. Cet excès d'hormones mâles va, chez certains profils du SOPK, augmenter la prise de poids, qui va augmenter l'insulinorésistance. Et en fait, il y a un cercle vicieux qui se met en place, qui fait que en fait, la prise de poids va aggraver tous les symptômes du SOPK. Donc, dans le cadre d'une patiente qui aurait un surpoids ou une obésité associée à un SOPK, il y a une prise en charge qui est spécifique et qui est différente d'une patiente qui serait SOPK, mais qui serait de poids dit normal, ou voire même... C'est ça. La patiente qui a un SOPK et qui est en surpoids, si elle perd du poids, elle va améliorer tous ses symptômes. Ça, c'est quand même très encourageant. 5 à 10% du poids, ça améliore les cycles et les conséquences métaboliques pour plus tard. Donc ça, c'est important. Les SOPK qui n'ont pas de surpoids, elles, pour le coup, il ne faut pas perdre du poids. Si le surpoids est un symptôme du SOPK, est-ce que c'est si facile de perdre du poids ou est-ce que c'est, comme c'est un symptôme, c'est un peu indu, et c'est-à-dire qu'elle peut avoir une alimentation normale et équilibrée et quand même être en surpoids ? De base, il y a une insulinorésistance. Donc, de base, en fait, c'est plus dur pour elles de perdre du poids. Donc, en fait, elles prennent du poids plus facilement. Et du coup, elles sont encore plus en insulinorésistance. Donc oui, c'est facile à dire. Très souvent, c'est compliqué pour les patientes qui ont SOPK de perdre du poids. Oui, mais je crois que souvent, les patientes et les patients, ils ne savent pas que déjà perdre 5 à 10% du poids, donc je dis n'importe quoi, je fais 70 kilos, je perds 3,5 kg. Les gens disent non, ça sert à rien, moi je voudrais perdre beaucoup plus. Non, 3,5 kg, c'est déjà extraordinaire. Et 3,5 kg, ça paraît un objectif qui est beaucoup plus réaliste qu'évidemment quelqu'un qui me dit oh, je perds 20 kilos, Anna. Je me dis bah oui, là ça va être chaud. Mais en fait, 5 à 10%, faites le calcul, en fait, c'est pas grand-chose. Non, et c'est réaliste et ça fait des améliorations sur la santé qui sont notoires. On est d'accord ? On est complètement d'accord. Et dans les nouvelles recommandations, maintenant, il y a des choses qui aident. Et notamment des compléments alimentaires à base de myo-inositol et à 4 grammes par jour.
et la metformine. En fait, les recommandations européennes, c'est de donner de la metformine. C'est les traitements qu'on donne aux diabétiques si la patiente a un SOPK avec un IMC supérieur à 25. Quel est un projet de grossesse ou pas? Parce que ça, en fait, ça va diminuer l'insulinorésistance et en fait, ça va l'aider à perdre du poids, qui va l'aider à diminuer l'insulinorésistance et en fait, on va plutôt dans un cercle vertueux. Est-ce qu'il y a des diététiciens ou des nutritionnistes qui sont spécialisés dans ce type de prise en charge? Oui, exactement. Oui, oui, il y a des, nutritionnistes, il y a des diététiciens, même si les études nous disent qu'il y a pas forcément une alimentation spécifique pour le SOPK. Moi, je pense qu'il faut se faire accompagner parce qu'on sait tous c'est quoi manger 5 fruits et légumes par jour et cetera. C'est pas pour autant qu'on le fait tous, donc je pense qu'il faut avoir un accompagnement là-dessus. Mais en théorie, si on privilégie, pardon, les aliments avec un index glycémique bas, si on a une alimentation équilibrée et on a une activité physique régulière, alors les études disent entre 1h30 et 3 heures par semaine. J'avoue que c'est pas toujours possible, mais en tout cas, dans l'idéal, ça serait ça. Alimentation équilibrée, activité sportive régulière, ça devrait être suffisant. Mais moi, je conseille quand même de se faire accompagner sur le plan nutritionnel. Ça, c'est dans le cas d'un SOPK avec surpoids. Avec un retentissement sur le poids. Maintenant, un SOPK avec un retentissement, on va dire, aller sur l'humeur. Quelqu'un qui aurait des difficultés à dormir, qui a un fond d'humeur dépressif, enfin qui, voilà. Souvent, quand il y a des troubles sur l'humeur, c'est qu'il y a des troubles du cycle. Et c'est ce déséquilibre hormonal qui va impacter la psychologie. Enfin, on voit bien comment les hormones impactent. Le syndrome prémenstruel, devenir complètement un peu jobard juste avant les règles. Enfin, moi, personnellement, ça m'arrive. Et du coup, il faut imaginer que quand on commence en plus à déséquilibrer, quand l'ovulation se fait pas forcément bien, parce qu'il peut arriver parfois dans la SOPK, donc on peut avoir des troubles du cycle qui font que les ovulations sont moins fréquentes, donc ça c'est déjà un problème, mais en plus, certaines des ovulations ne se font pas de manière parfaite, et donc on peut avoir des follicules qui ovulent alors qu'ils sont pas assez gros, qui sécrèteront moins de progestérone. Bref, tout ça, ça entraîne un déséquilibre hormonal qui va avoir un impact. Je le disais, ça peut avoir un impact psychologique sur les troubles du sommeil, ça peut aggraver le syndrome prémenstruel. Et comment on réagit à ça? Je reviens sur, si on est en surpoids, qu'on perd du poids, on peut améliorer les cycles, donc on peut améliorer tous ces symptômes-là. Parfois, on perd du poids, ça n'améliore pas les cycles, c'est possible aussi. Et dans ce cas-là, très souvent, on propose des pilules. Pourquoi? Parce qu'en fait, la pilule, elle donne l'œstrogène et la progestérone en continu. On essaye d'apporter un certain équilibre, bien que c'est différent, c'est artificiel, c'est différent de la nature, mais parfois, ça améliore grandement le ressenti des patientes. Et d'ailleurs, on l'a pas posé la question, mais est-ce que c'est dangereux? Il y a des femmes, elles, par exemple, elles ont 2 fois leurs règles par an, et elles n'ont pas particulièrement envie de prendre un traitement. Est-ce que c'est dangereux si elles n'en prennent pas? Dans certains cas. Je ne peux pas dire que c'est dangereux, mais lorsqu'on a une patiente qui a moins de 2 règles par an, associée à une obésité, associée à une insulinorésistance, ça augmente le risque de cancer de l'endomètre. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut imaginer que l'endomètre, il est tout le temps en train de se multiplier. En fait, il se renouvelle jamais. Et donc forcément, s'il se multiplie tout le temps, il y a peut-être un surrisque d'avoir à un moment donné une erreur. Et donc très souvent d'ailleurs, les cancers de l'endomètre, quand on regarde les profils, c'est très souvent des profils SOPK avec une obésité, avec des cycles très inexistants. Et donc qu'est-ce qu'on fait dans ces patientes? Les patientes qui ont des cycles très rares, soit on les met sous pilule, ça permet de mettre les ovaires au repos et elles n'ont pas cette hyperœstradiolémie, donc c'est-à-dire que cette division constante de l'endomètre. Ou alors, on les met sous Dufaston, le fameux Dufaston. Pourquoi il est fameux, le Dufaston, alors? Parce que dès qu'on pense à SOPK, on pense très souvent au Dufaston. Je vous ai dit que lorsqu'on a des troubles du cycle, on avait une première partie juste avant l'ovulation qui était longue et une deuxième partie juste après l'ovulation qui était courte. Et cette deuxième partie, elle est faite de progestérone et la première partie d'œstrogène. Ça veut dire que normalement, quand vous avez des cycles réguliers, tous les mois, vous avez, entre guillemets, 14 jours d'œstrogène, 14 jours de progestérone, etc., etc. Si vous ovulez une fois dans l'année, vous avez 11 mois d'œstrogène et 14 jours de progestérone. Il y a une grosse différence quand même. Le Dufaston, c'est une sorte de progestérone. Donc en fait, quand le médecin vous donne de la progestérone tous les mois, en fait, artificiellement, il vous donne votre dosage nécessaire pour avoir un certain équilibre. Et ça, c'est hyper important parce que pour beaucoup, mais c'est énorme, les patientes pensent qu'elles ont des cycles. On leur donne juste de la progestérone tous les mois, ça leur provoque des règles artificielles juste pour diminuer le risque de cancer de l'endomètre, pour pouvoir éliminer la muqueuse et donner de temps en temps de la progestérone pour améliorer l'équilibre hormonal. Mais en fait, les patientes, elles pensent vraiment qu'elles ont des règles tous les mois, qu'elles ovulent, et elles ne s'imaginent pas une seule seconde qu'il y aura une infertilité.
Et ça contribue à l'errance médicale juste par manque de connaissances. Un autre type de patiente? Bien sûr, une patiente qui souhaiterait avoir une grossesse et qui a des difficultés pour obtenir une grossesse, et on le comprend facilement puisqu'il y a très peu de cycles. Il y a des solutions? Alors, il y a des solutions. Bien sûr, je commence toujours par, si elle est en surpoids, la perte de poids, ça c'est hyper important. Accompagnée par des compléments alimentaires ou des traitements. Vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, 5 à 10% du poids, ça peut recréer des cycles et donc une fertilité spontanée. Et ça, c'est hyper important. C'est hyper important d'autant plus que beaucoup de patientes ne comprennent pas pourquoi on les aide pas directement et on leur demande de perdre du poids. Tout simplement parce qu'en fait, un traitement, il y a toujours une balance bénéfice-risque. Tout traitement n'est pas forcément anodin. Alors, les risques sont faibles, mais si la perte de poids contribue à éviter qu'elles aient des risques de diabète, maladie cardiovasculaire, et en plus faire des cycles, ça permet d'éviter de médicaliser la fertilité, et ça, c'est hyper important. Ensuite, parce que nos traitements fonctionnent moins bien lorsqu'on est en surpoids et en obésité. Donc, en fait, il y a tout intérêt déjà à commencer par cette étape-là. Je peux comprendre que ce soit difficile, et bien sûr, si c'est difficile, on passera à des traitements. Mais donc, si j'ai une patiente Oui, qui mais vient... alors après, quand même, je veux juste faire une petite parenthèse pour dédouaner les patientes pour avoir souffert, pour souffrir de troubles du poids. Vraiment, je t'assure, Sophia, les patients sont vraiment laissés à l'abandon en ce qui concerne le poids. Grosso modo, c'est perdez du poids, au revoir madame, et donc c'est, j'entends, et bien sûr c'est peu, mais c'est quand même pas toujours simple, franchement. Ah, je le sais. Je le sais. C'est l'horreur même. Je sais, et c'est la raison pour laquelle déjà dans les centres de PMA, parce que c'est ce qui se passait très souvent, c'était: «Ah, bon, on se revoit dans 3 mois quand vous aurez perdu du poids». Clairement, elles ont pris du poids, en fait, parce qu'elles se sentent abandonnées, que personne les aide et donc dans les centres de PMA, d'ailleurs, on a intégré tout ce qui est nutritionniste, diabéto et cetera. Mais surtout, ce qui est important, c'est que dans les nouvelles recommandations, on donne des traitements maintenant pour diminuer l'insulinorésistance, pour les aider et les accompagner et en général, maintenant, en tout cas dans mon centre, on les abandonne pas. C'est-à-dire qu'on a privilégié cette voie de perte de poids, mais si ça fonctionne pas, on va les aider, quoi, on va pas les abandonner. Donc Et en quoi même qu'il temps, ce qui arrive. est très encourageant, c'est que tu as l'air de dire, et là ça vaut vraiment le coup, que vous pouvez appuyer avec des traitements, mais qu'en plus, presque ça guérit, non? C'est-à-dire que tu me dis, quand les patientes perdent du poids, de nouveau, elles ont des cycles. Ouais, elle baisse tous les symptômes. Donc c'est presque qu'elles sortent du SOPK, non? Non, pas à ce point-là. Alors, il y a toujours un déséquilibre hormonal profond, mais le SOPK, c'est un ensemble de symptômes. Effectivement, si elles les ont plus, Bah on oui, peut c'est avoir ça. un SOPK sous-jacent qui est endormi, mais finalement, si on n'a plus les symptômes, En fait, on est normal, on est en rémission, quoi. on est en rémission. Par contre, cette patiente-là, par rapport à une autre, si elle reprend du poids, elle va refaire sortir les symptômes. Alors qu'une autre qui aurait pas un SOPK sous-jacent, ça aurait rien fait. Presque, on peut dire qu'une patiente SOPK, si elle est en surpoids ou obèse, presque c'est cool. Parce qu'elle a une chance d'améliorer sa maladie. Je sais pas si on peut dire que c'est cool, mais Non, en mais tout tu vois, cas, ça elle a donne un une espoir. possibilité d'amélioration. Voilà, ok. Alors que les patientes qui sont minces, elles, pour le coup, on peut rien faire. Ok. Si ce n'est l'âge. Parce que quand vous allez avancer dans l'âge, votre réserve ovarienne va diminuer, il y aura moins de follicules, et donc du coup, ça va s'améliorer. Ok. Donc ça s'améliore avec le temps aussi. Mais bon, Est-ce qu'on peut revenir à avant que ça s'améliore avec le temps, aux questions de fertilité? Ouais. C'est-à-dire que si une patiente a des soucis de fertilité, en quoi va constituer la prise en charge? la patiente, quand elle vient, on va essayer de la faire ovuler. Parce que son trouble fait que dans les ovaires, il y a comme un embouteillage de follicules, et le follicule qui est censé grossir en 2 semaines, ben, il n'arrive pas à grossir. Et donc nous, il faut qu'on essaye de le booster. Et c'est pas compliqué du tout. En fait, soit elle a des règles, soit elle n'en a pas, et c'est moi qui provoque des règles pour qu'on parte sur un niveau d'endomètre fin. Je lui donne des comprimés, soit de clomide, soit du létrozole. Si la patiente, elle vient pour infertilité parce qu'elle a des troubles du cycle. C'est-à-dire, grosso modo, la faire ovuler Exactement. à l'aide de médicaments. C'est-à-dire qu'après, elle peut avoir des rapports sexuels et clac, on a un bébé. Et là, elle retrouve les mêmes chances que tout le monde. Extraordinaire. Donc en fait, le clomide et le létrozole, ça sert à faire ovuler, chose qu'on fait pas très bien lorsqu'on a un SOPK. Ça Ok. sert à faire grossir un follicule qui a du mal lorsqu'on a un SOPK avec des cycles longs et de le faire ovuler. Alors attention, des fois, J'en étais sûre qu'il y aurait un. Moi Attends, aussi, si. je le sentais. Je le sentais, qu'il Des y aurait un mais. des fois, un comprimé de clomide, ça ne suffit pas parfois. Ouais. D'accord. Il y a des patientes Ouais. qui sont résistantes, qui doivent prendre 2 comprimés ou 3 Bon, comprimés. ça va. D'où l'importance de surveiller la patiente avec des échos et des prises de sang pour savoir si c'était suffisant ou pas. On en revient toujours au même, sage-femme ou gynécologue spécialiste. Exactement. Une bonne prise en charge. Donc, grosso modo, c'est des patientes qui vont directement en centre de PMA, on peut dire ça? Ou chez des sages-femmes ou des gynécos spécialistes de la fertilité? Ah oui, en fait, c'est des patientes, elles n'ont pas besoin d'aller directement en centre de PMA D'accord. parce que ça fait pas partie des techniques Ok. de PMA. On aide juste à ovuler, en gros. D'accord, ok. Donc, elles ça peuvent peut se aller. faire en ville. Ça peut se faire en ville. Alors, les sages-femmes n'ont pas le droit de prescription du clomide ou du létrozole.
c'est les gynécologues. Maintenant, attention, parce que ce sont des traitements qui sont autorisés pour tous les médecins, sauf que tous les médecins ne sont pas spécialisés pour cette prise en charge-là. Donc, même si vous allez voir un gynéco spécialisé en fertilité qui sait manier le clomide. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple. J'ai une patiente qui est venue me voir. On lui a fait 4 ans de cycle de clomide. 4 ans, c'est énorme. On lui dit, prends les comprimés, essaye d'avoir des rapports. Et tous les mois, prenez des comprimés. Sauf qu'en fait, ça fait 4 ans qu'un comprimé ne fonctionne pas. Donc en fait, ça fait 4 ans qu'il ne se passe rien. Et en plus, il s'avère que cette patiente, elle avait des trompes bouchées. 4 ans de perte de chance. Donc en fait, il ne faut pas aller chez n'importe qui. Et pendant 4 ans, on lui a dit non, Mais- c'est le bon traitement. Mais on ça, vous ça laisse dit comme quelque ça, chose mais de c'est très dingue. important. Ça dit quelque chose de très important. C'est qu'il y a certains professionnels de la santé qui souffrent du manque d'humilité. Un bon médecin, une bonne sage-femme, c'est quelqu'un qui est humble et qui sait passer la main à des gens qui savent très bien faire les choses. Moi, je trouve que c'est ça un bon. C'est des gens qui savent passer la main, non d'un chien. Parce que là, c'est une perte de temps pour elle. Mais oui, Et c'est une perte de chance c'est fou. énorme. Alors que c'est juste quelqu'un qui s'y connaît pas assez, manifestement. Parce que toi, Exactement. t'aurais jamais fait ça. Jamais. Voilà. Du coup, spermogramme, radio des trompes, juste avant de commencer, parce qu'en fait, on peut faire ovuler, mais s'il n'a pas de spermatozoïde, l'homme, ça ne fonctionnera pas. Si les trompes sont bougées, ça ne fonctionnera pas. Donc, on fait la base. Dès qu'on est sûr qu'elle a ovulé, les études nous disent que si en 4 à 6 cycles, ça ne fonctionne pas, c'est qu'il faut passer à autre chose. Donc déjà, 4 ans de clomide, c'est juste aberrant. Mais c'est ce qui est fait en routine. Donc, des examens au préalable, une surveillance, par écho, prise de sang chez un spécialiste. Donc ça, c'est ce que je ferai. Je comprends une patiente SOPK qui n'a pas forcément le même traitement, si elle désire ou pas obtenir une grossesse. Exactement. Voilà. Une femme qui veut réguler ses cycles, en fait, on sait que les cycles irréguliers peuvent avoir un impact qui est multiple. On l'a dit, sur les troubles de l'humeur, notamment les troubles du sommeil. Ça peut avoir un impact quand c'est même très long sur une augmentation du risque de cancer de l'endomètre, etc. Et donc, dans ce cas-là, on a des traitements de première intention qui sont la pilule œstroprogestative et dans certains cas aussi le Dufaston, qui, eux, n'ont pas amélioré tout ce qui est hirsutisme, etc., mais qui vont essayer d'avoir un certain équilibre hormonal en rajoutant de la progestérone chez des patientes qui ont des cycles très longs. Une patiente qui vient pour infertilité parce qu'elle a des cycles irréguliers, pour le coup, elle, on va donner un traitement différent. On va essayer de la faire ovuler. Alors, on peut me poser la question, mais dans ce cas-là, pourquoi on ne donne pas ce traitement à toutes les femmes? Comme ça, au moins, hop, on donne le fameux clomide à toutes les femmes qui veulent ovuler. Mais en fait, ces traitements-là, ce pas des traitements anodins. Et ce pas des traitements qu'on peut faire sur du long terme. Surtout qu'en plus, il y a des nouvelles études qui ont montré que dans moins de 2% des cas, il peut avoir des effets secondaires, etc. Donc, on le donne que spécifiquement lorsqu'on a de l'infertilité. Et en plus, si au bout de 4 à 6 fois, ça ne fonctionne pas, on doit passer à autre chose, on doit passer la main. Donc vraiment, c'est des prises en charge complètement différentes. Donc, on comprend que à chaque patiente qui souffre de SOPK, une prise en charge, en fait, à chaque fois, extrêmement personnelle. Il peut y avoir un soutien psychologique, il peut y avoir une prise en charge nutritionnelle, il peut y avoir des hormones, il peut y avoir ne pas d'hormones, il peut y avoir une induction de l'ovulation. C'est pas si complexe, mais en tout cas, c'est vraiment très, très spécifique à chaque patiente. C'est bien ça? Oui, c'est très spécifique parce qu'il y a tellement de profils différents et que c'est des traitements symptomatiques. Donc forcément, si les symptômes sont différents, les traitements seront différents. Mais de ce que je comprends, c'est quand même, il y a des solutions à chacun. Presque, si vous souffrez, vous avez trop de poils au menton et que je sais pas quoi, en fait, on a presque des solutions à tout. Il y a presque des solutions à tout. Ce qui est hyper important, c'est d'essayer de faire diminuer l'hyperandrogénie, l'excès d'hormones masculines. S'il y a un surpoids, on essaye de prendre en charge l'insulinorésistance pour faire baisser le poids. Si elle est gênée par son hirsutisme, par l'acné, etc., on essaye de prendre en charge via une pilule, ou alors via du laser pour le poil, ou alors via du Roaccutane ou des traitements cutanés, etc. Si jamais il y a un symptôme sur les cycles, on essaye de prendre en charge les cycles via des inducteurs de l'ovulation, clomide ou létrozole, et si besoin, d'autres techniques de procréation médicalement assistée. Donc en fait, il existe. Le but dans tout ça, c'est d'éviter la complication de la grossesse. Parce que lorsqu'on a SOPK, on a une augmentation des complications de grossesse qui sont notamment le diabète gestationnel, l'hypertension gravidique et la prééclampsie, et la mortalité périnatale, qui est quand même légèrement augmentée chez les patientes qui ont SOPK. Et enfin, sur du plus long terme, parce qu'en fait, il faut vraiment voir qu'il y a des profils différents en fonction de l'âge. Les profils à l'adolescente sont plutôt une gêne physique. Les profils, lorsqu'on est à un âge de procréer, plutôt au niveau de l'infertilité. Et plus tard, c'est du diabète ou des maladies cardiovasculaires. Donc le but, c'est de diagnostiquer précocement, essayer de faire baisser l'hyperandrogénie comme on peut, via différentes manières,
gérer l'infertilité le plus tôt possible s'il y a, pour lui donner les mêmes chances que tout le monde. Tout ça pour éviter des maladies cardiovasculaires et également des risques de diabète qui sont clairement augmentés. D'ailleurs, dans les nouvelles recos, il faut dépister les patientes, notamment en faisant un cycle glycémique, donc en lui faisant boire du sucre et voir s'il y a un surrisque d'avoir du diabète de type 2. Et donc, normalement, avant même qu'elle tombe enceinte, il faut qu'au moins une fois dans sa vie, elle ait eu un cycle glycémique pour essayer de la prendre en charge le plus tôt possible si jamais elle a un diabète, parce qu'elle a un surrisque d'avoir du diabète. Et si jamais, notamment, il y a un surpoids, mais pas que, c'est de diagnostiquer s'il n'y a pas un problème de cholestérol, s'il n'y a pas une hypertension sous-jacente, etc. Donc, suivi par un médecin généraliste Médecin généraliste, c'est holistique, c'est chronique. La patiente doit être accompagnée toute tout sa au long vie, de sa vie. Ouais. sur le plan nutritionnel, gynécologique, sur la fertilité, endocrinologue, s'il est spécialisé en SOPK, c'est déjà pas mal. Bah Psychologique oui, aussi, c'est si déjà pas besoin. mal. Est-ce que c'est possible d'avoir de l'endométriose et un SOPK? Alors complètement. Et moi, j'en ai vu beaucoup. Après, Anna, c'est ça la choque. Bah, ça m'est pas encore arrivé, mais effectivement, je me dis: «Zut, alors ça fait vraiment, là, c'est vraiment pas de bol, quoi». ça fait beaucoup. Après, vu Oh, ça que fait les beaucoup, traitements se rejoignent un petit peu, parfois on donne la pilule pour le SOPK pour d'autres symptômes et finalement, ça soigne les symptômes comment dire, De de l'endométriose? l'endométriose. Moi, il m'est déjà arrivé aussi d'être un peu embêtée parce que les patientes qui ont un SOPK parfois avec des cycles longs, mais pas trop, elles ont souvent des règles douloureuses. Et donc, en fait, c'était difficile de savoir si c'était les règles douloureuses qui venaient. Et du coup, quand tu fais ça, bah, en fait, tu donnes la pilule, tu la soulages. Quoi qu'il en soit, il faut vraiment se dire que les traitements, ils sont symptomatologiques. Et c'est ça qui est fou aujourd'hui, c'est que la patiente vient te voir avec des symptômes, tu as des traitements des symptômes, et en fait, on ne lui donne pas. Une question aussi, moi, je vois beaucoup de livres où il y a écrit alimentation anti-SOPK, alimentation anti, endométriose. C'est des bouquins qui font 200 pages, hein, qui sont publiés, par des grandes maisons d'édition. Est-ce que ça, c'est complètement, bullshit ou quand même, on peut dire aux patientes que ça vaut le coup d'essayer? Parce que je vois qu'il y a certains aliments qui sont conseillés, pas d'autres et cetera. Vraiment, je sais pas quoi penser de ça. Alors, moi, pour l'endométriose, je disais que effectivement, il y a une alimentation anti-inflammatoire, mais par contre, l'endométriose, tout ce qui est maladie inflammatoire, l'état psychologique, pour moi, est hyper important et il faut absolument pas être dans la restriction. Et ça, c'est problématique parce que quand tu es dans la restriction, tu es dans le stress et quand tu es dans le stress, tu es dans l'inflammation. Donc, moi, des bouquins comme ça me gêne un petit peu parce que peut-être qu'elle prendra du gluten, mais qui sera cuisiné sous telle forme et du coup, ça sera mieux toléré. Moi, ce que je dis, c'est surtout écouter le corps. Ça, c'est pour l'endométriose. Alors oui, la nourriture anti-inflammatoire améliore, ça c'est sûr, mais on n'est pas non plus dans la restriction. Et je pense qu'il y a des aliments à connaître, mais que la patiente, quand elle les mange, elle s'écoute et elle voit ce que ça donne. Parce qu'elle le ressentira d'emblée. Donc, se reconnecter avec le corps pour savoir qu'est-ce qui est bien. Pour le SOPK, les études nous disent qu'il n'y a pas d'alimentation spécifique. Maintenant, les études, je suis dans les congrès tout le temps, ça change très souvent. C'est pas parce qu'actuellement ils disent ça que ça ne sera pas le cas plus tard, mais a priori, une alimentation équilibrée et une activité physique régulière, c'est amplement suffisant. Non, mais comme tu disais qu'il y avait un problème avec de l'insuline, on peut se poser la question, est-ce que vraiment une alimentation qu'on dit IG bas, en mangeant spécifiquement des aliments qui font pas trop monter la glycémie, ça peut être assez logiquement comme ça, je me dis, bah, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, mais est-ce qu'il y a besoin d'avoir un bouquin? Voilà, c'est une autre question. C'est ça le truc. Et moi, il y a quelque chose qui me pose problème aussi, c'est que j'ai vu énormément de compléments alimentaires qui se sont vendus pour le SOPK, pour l'endométriose, alors qu'en fait, ces compléments alimentaires, ils existent déjà très longtemps sous d'autres noms, mais parce qu'on les a étiquetés SOPK ou endométriose, les prix ont été doublés. Et en fait, parfois, moi, ça m'arrive, des patientes, elles me disaient acheter ça, mais c'est un peu cher, parce que du coup, il faut avoir le rendez-vous avec l'endocrino, le médecin, le nutritionniste, etc. Et en fait, je leur dis, bah, vous avez ça qui coûte 4 fois moins cher, et en fait, elles regardent la composition et c'est exactement la même chose. Ce que je dis, c'est en priorité le myo-inositol 4 grammes par jour et vous faire accompagner avec la metformine. Attention, la metformine, ça aide énormément, mais ça peut donner des troubles digestifs dans les premières semaines. D'où on ne prend pas ça avec n'importe qui. Et tout est une question toujours de balance bénéfice-risque. Qu'est-ce que ça nous apporte par rapport au risque qu'on prend? Cette balance, elle est différente en fonction des femmes. Une femme qui est très gênée, elle préférera avoir des troubles digestifs pendant quelques semaines si elle sait que ça va l'aider. Et d'autres qui n'est pas très gênée, elle va se dire non, les troubles, en fait, c'est trop pour moi, j'ai pas forcément envie. Donc, faites attention aux publicités, il y en a énormément. J'en ai vu beaucoup, donc je disais de faire un peu attention et de vraiment voir ce qui se passe sur le marché. C'est pas parce que c'est étiqueté SOPK quelque chose ou endométriose quelque chose que c'est forcément bon.
Et par ailleurs, en plus, ce que je trouve intéressant et que vous relevez, c'est que le SOPK, c'est un syndrome qui va être très personnel, qui va fonctionner différemment en fonction de chaque patient. Donc, même si ça fait énormément de bien d'entendre des témoignages et de se réconforter en voyant que, par exemple, une influenceuse qu'on aime bien vit la même chose, les traitements qu'elle prend ne seront pas forcément les traitements qu'on vous donnera à vous. Je fais juste ce rappel-là parce que je pense qu'on est à l'heure où, comme on ne nous entend pas vraiment, les femmes, encore aujourd'hui, qu'il y a des problèmes de recherche qui ne sont pas encore avancés, on se base beaucoup sur le témoignage, sur s'écouter les unes les autres, ce qui est bien. Mais du coup, vous conseillez quand même, si je comprends bien, d'avoir une prise en charge médicale parce que c'est pas parce que ton SOPK, Anna, ressemble au mien qu'on aurait les mêmes traitements, en gros. Exactement. Exactement, et pas forcément les mêmes conséquences aussi sur le diabète, sur la grossesse, sur les maladies cardiovasculaires. Donc, il faut avoir effectivement une prise en charge globale. Il y a un truc que j'ai remarqué dans ma pratique clinique, c'est que lorsqu'on a, notamment, il y a beaucoup de ce qu'on appelle terrain OPK. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment tous les symptômes, mais les patientes, on le voit, elles ont tendance à prendre du poids un peu facilement, mais elles ne sont pas en surpoids. Elles ont eu un peu d'acné dans l'adolescence, elles ont parfois quelques boutons pendant les règles, mais c'est pas non plus quelque chose qui est choquant. Elles ont des cycles parfois, lorsqu'elles prennent un petit peu de poids, de 36-37 jours, mais en fait, il n'y a rien qui rentre dans les clous, dans la définition. Ça, c'est important parce que ces patientes-là, elles ont un équilibre hormonal qui est, je trouve, dans ma pratique, un petit peu bancal. C'est-à-dire que ces patientes-là, elles vont avoir une fausse couche. D'un coup, les cycles ils vont passer à 3 mois. Elles vont prendre la pilule, ça a déréglé un petit peu l'équilibre hormonal. Après la pilule, elles ont soit plus de règles. Et du coup, très souvent, elles me disent, ça, c'est à cause de la pilule. C'est à cause de la fausse couche. Alors qu'en fait, c'est juste qu'elles avaient un équilibre hormonal qui était un peu limite et que la moindre chose a fait basculer. Quand elles me disent, c'est bizarre, depuis 1 an, j'ai des cycles qui sont passés à 55 jours. Vous avez pris du poids ? Oui, un petit peu. J'ai pris 5 kilos en 2 mois. C'est la prise de poids qui a fait que, en fait, ça a aggravé la symptomatologie. C'est la prise de pilule qui, à un moment donné, fait que ça tenait tous les mois. Et ça tenait à pas grand-chose. Et puis, à un moment donné, on a modifié un peu l'équilibre. Et ça fait que les cycles sont dérégularisés et on voit un peu plus les symptômes. Donc, il faut faire aussi attention à toutes ces choses-là. Beaucoup de femmes ont très peur aussi. J'ai pris la pilule, ça a fait ci. J'ai eu une fausse couche, ça a fait ça. J'ai fait une IVG, ça a modifié. C'est se dire qu'en fait, il y a un équilibre qui est un peu, pas bancal, mais je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc bref, si on est inquiète, si on n'hésite pas à consulter, quoi. C'est toujours ça qu'il faut dire. Sophia, est-ce qu'on peut rassurer les femmes? Est-ce qu'on peut tomber enceinte et avoir un SOPK? Bien évidemment, en fait, très souvent, on vient me consulter en me disant « J'ai un SOPK, j'ai lu sur internet que c'est la première cause d'infertilité chez la femme. Du coup, je pense que j'aurai pas d'enfant. » Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. C'est la première cause d'infertilité, tout simplement parce que l'un des profils du SOPK, c'est d'avoir des troubles du cycle. Si la patiente elle a des cycles tous les mois, déjà, elle n'aura pas de problème de fertilité lié à son SOPK. C'est vraiment les cycles. Donc, en fait, la patiente, elle sait même, avant de venir nous voir, s'il y aura un problème ou pas. Si elle a 2 règles par an, donc 2 ovulations, ça veut dire qu'elle aura moins de chances qu'une femme qui ovule tous les mois. Et attention, à l'inverse, une femme qui ne souhaiterait pas de grossesse, qu'elle ne se dise pas « j'ai un SOPK, donc youpi youpla, pas besoin de prendre de contraception », parce qu'on l'a vu, ça n'a pas l'air d'être si simple de savoir exactement quand on ovule. Exactement. Donc, méfie, comme on dit. Ouais, donc, dès qu'on a des cycles réguliers, du coup, le SOPK n'impacte pas la fertilité. Par contre, quand on a des cycles irréguliers, ça ne veut pas dire qu'on est infertile. On peut tomber enceinte, c'est juste que ça met plus de temps et qu'il faut tomber au bon moment. Après, si la patiente elle a des cycles, elle a des rapports réguliers, ça va tomber sur une ovulation. Donc là encore, il faut se protéger. T'as raison, Anna. Merci Anna, merci Sophia, merci pour toutes ces informations. Si ces épisodes ils vous parlent, si vous vous sentez concerné, c'est possible que ce soit ça, c'est possible que ce soit autre chose. Dans tous les cas, ne vous auto-diagnostiquez pas, essayez de vous orienter vers des médecins, des gynécos, des sages-femmes, des gens compétents pour vous soigner, pour vous prendre en charge en tout cas. Et on vous dit à la semaine prochaine. Tout sur elle est un podcast d'Anna Roy, présenté par Nina Pareja, produit et réalisé par Slate Podcast. À la direction éditoriale, Christophe Caron. À la production éditoriale, Nina Pareja. À la réalisation et au montage, Johanna Lalonde. La musique est signée Johanna Lalonde et Victor Benamou.